Voilà, nous continuons. On ne s'arrête pas avec le débat numéro 5, agence, direction centrale, institut, 3 petits points, le trop-plein, point d'interrogation, avec Jacques Belghiti, Christian Schmitt de la Brélie, Olivier Véran, qui doit être en vidéo parce qu'il est au Conseil régional de Région Rhône-Alpes. Il nous rejoindra ce soir, mais on va tâcher de l'avoir, je pense. Et puis, le modérateur sera Olivier Mariotte. Est-ce que vous avez Olivier Véran en connexion audio ou vidéo? Le voilà. Olivier, tu nous entends? Bonjour. Tu nous entends? Je vous entends parfaitement. Bon, tu nous rejoins ce soir, hein, mais là, tu parles et tu discutes. Rejoins ce soir. Voilà. Pardon de ne pas être avec vous physiquement cet après-midi. Merci Olivier, en tout cas, d'être là. Le sujet est un sujet important, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a été un peu défloré par la table ronde d'avant, et j'aimerais bien qu'on revoie le début de la petite vidéo de tout à l'heure. Ministère de la Santé, Bercy, DGS, DGOS, DGAS, HAS, ARS, ANESM, ANSM, EFS, Agence de la biomédecine, HCCAM, UNCAM, et j'en passe. Merci, on peut arrêter maintenant? Je crois qu'on a terminé la table ronde. Tout est dit, tout est là. Alors je voudrais ici vous montrer quelque chose qui est d'un excellent journal qui est un peu notre partenaire, mais je ne fais pas de publicité pour la Gazette Santé Sociale. C'est un petit guide des sigles qui est quelque chose qui est en même temps drôlatique et pitoyable, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que ça fait 90 pages de sigles qui concernent la santé, le système de protection sociale, le grand âge, le handicap, la famille et l'insertion. Alors ça, c'est le côté drôlatique, et le côté pitoyable, c'est que quand vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est aussi incompréhensible que la prose qui est sortie par le directeur des programmes, d'ailleurs sortie il n'y a pas longtemps par le gouvernement, en ce qui concernait l'éducation nationale. Mais à part ça, je dirais que la problématique qui reste posée ici, c'est quand même celle de est-ce qu'on a trop d'administration? Najat Vallaud-Belkacem disait « Qui bene amat, bene castigat », puisqu'elle pratiquait le latin et le grec, puisqu'elle avait ses humanités. Et donc, je sais que j'ai ici quelques amis dans la salle qui sont administratifs, qui ne nous en veuillent pas. On va essayer de leur faire un petit peu mal, mais c'est pour les réveiller avant la soirée. Je voudrais simplement déjà me tourner vers Jacques et puis poser une question, Jacques. Quand on a été au contact de l'administration française pendant aussi longtemps, qu'est-ce qu'on en tire en termes de culture? Parce que c'est vrai qu'on a vu la cascade de sigles et la cascade d'organisation. Qu'est-ce qu'on en tire, en fin de compte, en termes de culture? Alors, moi, je poserais les choses autrement. C'est-à-dire, j'ai été immergé dans la pratique médicale, puisque je faisais de la chirurgie, de la transplantation, de la haute technicité. Et ensuite, je suis arrivé et j'étais confronté à une haute administration. Quels sont les éléments, les deux éléments qui m'ont le plus marqué dans ce saut? C'est une réticence à l'accompagnement. Et la deuxième, c'est un certain décalage entre les méthodes d'évaluation qu'on avait dans le monde académique, qu'on a dans le monde universitaire, et les méthodes d'évaluation qu'on a dans l'administration. Alors, la réticence à l'accompagnement, la réticence à l'ouverture, de façon assez paradoxale, ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé à la Haute Autorité de Santé, c'est de voir vraiment une belle machine avec des gens qui travaillent beaucoup, des gens qui sont extrêmement sérieux, qui connaissent parfaitement leur sujet. Et peut-être le fait de très bien connaître son sujet et d'avoir un statut d'indépendance, ça ne favorise pas l'écoute, ça ne favorise pas l'ouverture pour un certain nombre. Alors, derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a clairement une réticence à transgresser. Il y a clairement une réticence à essayer de prendre par la main, d'accompagner pour amener jusqu'à un sujet, à ce qu'un sujet aboutisse. C'est d'abord, on voit des gens qui manient, qui connaissent parfaitement les procédures, qui connaissent parfaitement la loi, et donc qui savent qu'il va y avoir des obstacles. Et comme ils savent qu'il va y avoir des obstacles, ils ont peur de s'engager. Ils ont peur, pour un certain nombre, de s'engager. Moi, un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est la hantise que pouvait avoir un certain nombre de chefs de projet, dirigeants,
d'essayer d'accompagner, de conseiller une entreprise pour faire un protocole, en se disant, mais si jamais l'objectif n'est pas celui-là, on sera engagé. Et c'est là qu'il y a le décalage par rapport à la démarche universitaire. Nous, on sait qu'on peut s'orienter vers une étude, on peut savoir. Alors, avant de voir, j'ai eu aussi une expérience. J'étais au conseil scientifique et longtemps à l'agence de la biomédecine. L'agence de la biomédecine, on ne peut pas avoir des règles plus strictes parce qu'on joue sur les organes. Mais aucune de ces règles n'est élaborée sans les professionnels. Et que ça soit sur la traçabilité, le suivi. Et il y a donc une acceptation par les professionnels parce qu'ils participent. Et y participer à ces règles, ça veut dire qu'on les revoit, qu'on les évalue et qu'on est capable de changer. On est capable de changer qu'un protocole, au bout de 2 ans, eh ben non, il n'y a pas une diminution d'attente d'organes. Et c'est là que, je parlerai un petit peu, mais c'est là où je vois cette différence, ce décalage entre ce que je dis, l'évaluation, la pratique universitaire et la pratique administrative. Bon, je reparlerai après, Avec plaisir. Je pense que... Ça donne une transition toute faite pour Christian, cette participation de l'administration. Si on reprend les 3 dernières mandatures, on va dire. Sur la partie du nombre d'organismes, d'agences, il ne m'appartient pas de me prononcer. Moi, je suis un assureur d'intérêt général. On revient tout à l'heure à ce que disait notre précédente orateur. Néanmoins, on a quand même une relation entre le public et le privé qui dit, le privé, c'est péché. C'est un axiome, c'est une liaison synaptoneurotique qui se trouve être présente dans le cerveau de notre fonction publique, sur lequel le privé, c'est péché. 2, il est clair que on a eu 5 années de Sarkozy sous une certaine, je dirais, fiscalisation, 5 ans de gouvernement Hollande, je le parle en tant qu'assureur complémentaire, sur la réglementation. J'espère, je suis confiant par nature, c'est mon côté optimiste. Vous savez, devant toute contrainte, il faut voir une opportunité. Que là, on ne va pas avoir et réglementation et fiscalisation, mais qu'on va avoir concertation. Et que le mot complémentaire puisse bien s'inscrire en 4 syllabes, mais pas en une seule syllabe, aveugle et totalement sous le joug d'une politique sur laquelle le poids du financement public atteint quand même une limite d'acceptabilité. Olivier, puisque tu nous écoutes, j'ai une question à te poser. C'est quand même toi qui as été, et c'est tout un honneur, à l'origine du forfait innovation. C'est toi qui avais poussé pour ça. Si on prend le souhait d'Elisabeth Ducotet tout à l'heure d'avoir une facilitation administrative du financement de l'innovation disruptive, cette phrase « chaque mot compte » et c'est vrai qu'ils ont un vrai sens, et que je me retourne maintenant vers l'administration, je me retrouve face aux STIC, aux mairies, au PHRC, au PRME, au dossier RIHN, au forfait innovation. J'en passe et des meilleurs parce que je dois en oublier. Qu'est-ce que le législateur pense de tout ça et qu'est-ce qu'il faut éventuellement faire? Je sais bien que, heureusement, la délégation interministérielle à l'innovation a recruté Jacques Belghiti, qui a rejoint Jean-Yves Fagon, mais enfin, ils sont 4. Donc, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous, les ignares, tricheurs, citoyens? Je pense qu'on manque un peu d'agences. Je pense qu'il nous faudrait une agence de coordination des agences en région, une agence de coordination des agences nationales, et puis un secrétariat pour coordonner les agences de coordination des agences en région et au niveau national. Je plaisante évidemment. Ce qui compte, c'est plus tellement la structure en tant qu'agence, qu'elle soit territoriale ou nationale. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Quelle est la stratégie? Et je le redis ici, je l'avais dit d'ailleurs l'année dernière, et quand Emmanuel Macron était venu, il l'avait dit également. L'idée, c'est de sortir d'un jacobinisme permanent. Il faut arrêter de considérer que parce qu'on a des administrations de tutelle, elles doivent tutorer, pardon pour le vilain mot, pour la novlangue, absolument tout en termes d'organisation des soins. Les administrations sont là pour faire de l'évaluation, pour participer à la mise en œuvre des politiques de santé. Elles ne sont pas là pour écrire l'alpha et l'oméga des politiques de santé. Et si vous regardez le PLFSS qui a été présenté
par la ministre de la Santé Agnès Buzyn hier, un très très beau PLFSS, moi que je me réjouis de pouvoir défendre à l'Assemblée nationale. Non, c'est vrai, il faut dire, elle a fait un très très beau travail en peu de temps. Vous voyez qu'il y a là une nouvelle perspective qui est d'être capable d'aller financer du soin, et Nicolas Revel ne dira pas le contraire, d'aller financer du soin différemment. C'est-à-dire que, si vous voulez, je prends l'anti-exemple par excellence. C'était le parcours insuffisance rénale chronique terminale dans le PLFSS 2012 pour 2013. Je me souviens, je l'avais voté. On s'était dit à l'époque, l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est super, comme c'est simple, comme il n'y a qu'une seule filière, c'est là qu'on va expérimenter les parcours de soins. Okay, la loi était plutôt bien acceptée par tout le monde. Et ensuite, on est rentré dans la phase de rédaction du décret. Et ensuite, la phase de rédaction du protocole expérimental. Et on s'est retrouvé, ça, 3 ans et demi avaient passé. 3 ans et demi avaient passé. Et en 2017, lorsque le gouvernement a laissé les clés à d'autres, eh bien, il n'y avait toujours pas de malades inclus dans ce protocole, c'est-à-dire qu'on a perdu, entre guillemets, 5 ans. Qu'est-ce qui a fait défaut ? C'est pas l'administration en tant que telle, c'est pas les acteurs sur le terrain. Ce qui a fait défaut, c'est cette capacité de se dire, finalement, peut-être que l'initiative, elle existe dans les territoires, avec les professionnels de santé, et peut-être qu'au lieu d'être dans une stratégie de ceinture et bretelles avant de lancer un peu d'expérimentation, on peut être dans la stratégie de on vous fait confiance, on vous accompagne, on vous finance. Par contre, on évalue. Si ça marche, on généralise, on diffuse. Si ça ne marche pas, on arrête, on passe à autre chose. Pour moi, une administration fonctionnelle, c'est une administration qui est capable de davantage accompagner que de donner le sentiment de brider l'innovation. Et pour avoir bossé sur le financement des établissements de santé dans le cadre d'une mission, j'ai bossé avec la DGOS. Ils sont formidables. Dans tous les bureaux, ces gens-là sont formidables. Ils ont des idées, ils ont des données, ils travaillent bien, ils ont envie de faire. Juste, c'est le référentiel qui doit changer. Les administrations sont là où elles sont, peu importe leur nombre, peu importe la structure qu'elles peuvent avoir. Ce qui compte, c'est le lien qui les unit avec les professionnels de terrain. Qu'on lâche la grappe aux professionnels de terrain, qu'on leur fasse confiance, qu'on finance, par contre, qu'on rentre dans une logique d'évaluation, un peu à la façon du nord de l'Europe ou un peu à l'américaine, mais pas partout aux États-Unis, rassurez-vous. Jacques, par rapport à cette culture, par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, ta position par rapport à ça? Le lien avec les professionnels de terrain, c'est... Bon, si on regarde pour l'innovation, c'est deux groupes, ce sont les industriels et ce sont les professionnels. Moi, ce manque de discussion, d'ailleurs, ce manque de temps en temps, hein, fait qu'on n'a quelquefois pas assez d'exigences vis-à-vis des professionnels. Par exemple, les sociétés savantes, si on ne discute pas beaucoup avec eux, et à ce moment-là, elles ne vont pas faire leur boulot, elles ne vont pas faire les recommandations, et ça ne va pas nous aider. Par exemple, comme je l'ai vécu, on nous demande dans le forfait innovation d'évaluer ou dans un acte d'évaluer un acte, et on s'aperçoit, quand on fait la littérature, quand on regarde les recommandations, que la société qui demandait l'aide ne l'a même pas rentré dans ses recommandations. Donc il y a indéniablement besoin d'avoir un peu plus de coordination et de mettre un certain nombre de gens en face de leurs responsabilités. L'élément, moi, qui me semble vraiment important, c'est d'essayer de donner plus de structure académique, de montrer plus de structure académique à l'intérieur des agences qui sont destinées à évaluer. Pourquoi ? Premièrement, moi j'ai fait une découverte absolument incroyable, c'est qu'il y a un décalage entre la façon dont la HTA, Health Technology Assessment des données, et ce qui est fait dans le monde académique. Il n'y a pas d'hierarchisation des revues, ce qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'on peut publier dans une feuille de chou ou publier un grand journal, c'est considéré comme un papier. Donc quand on n'a pas la hiérarchisation des revues, on ne sait pas comment fonctionne une revue. On ne sait pas comment ça pose. Et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait une faiblesse des agences pour publier. Quand on a une faiblesse de publication, ça veut dire qu'on ne revoit pas, qu'on ne se confronte pas à ce qui se fait ailleurs, et en plus, on n'a pas un langage sobre. C'est une des raisons pour laquelle vous avez des papiers qui sont difficiles à lire, ou vous avez des rapports qui sont... c'est qu'ils n'ont pas l'habitude, ça ne passerait pas dans une revue internationale, ça ne passerait pas dans une revue... Il n'y a pas ce langage sobre. Ça, c'est un premier élément, moi, qui m'a énormément frappé.
méconnaissance de ce qui va nous arriver dans le monde académique. Il y a quelque chose qui est terrible, ce sont les revues prédatrices. Il existe actuellement des revues où il suffit de payer pour pouvoir publier. Ça, c'est quand même, je pense qu'il y a plein de gens, y compris, ne savent pas que tel papier ne vaut rien parce qu'il est dans une revue prédatrice. Dans le monde académique, on les connaît, on les avait, et il est même question au CNU de donner des points négatifs pour ceux qui se font avoir et qui publient dans les revues négatives. Voilà un décalage, moi, qui me semble, qui m'a énormément frappé. Derrière cette opportunité, je trouve, l'innovation pour l'innovation, moi j'ai toujours expliqué à mes collaborateurs que c'était de la pure connerie. Si j'étais rentier, je ne serais pas forcément à cette table. Je serais peut-être fiscalisé sur un yacht ou pas, on verra en fonction de l'amendement, mais je ne serais pas à cette table. L'innovation, elle vient de la contrainte. Et où je reprends le corps allemand qui est par définition dans une logique sur laquelle il va tout documenter avant de se lancer, la force de la logique française, c'est sous cette logique de contrainte, elle sait se lancer, elle sait être innovante et documenter après. Donc cette logique qu'exprimait tout à l'heure Olivier Véran sur le fait de dire on y va, on essaye, me paraît plutôt assez positive dans ce domaine-là. Je suis désolé, je ne lis pas les citations de Najat Vallaud-Belkacem. C'est du latin, ça c'était juste... c'est Churchill qui parlait des comités. Oui. La somme de personnes qui individuellement ne savent rien faire, qui collectivement décident que rien ne peut être fait. Alors, qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins, dont acte, mais lançons-nous. Face aux contraintes qui sont les nôtres, allons-y. Ne nous occupons pas forcément de l'historique, on connaît les modèles. Vous parlez à juste titre sur un point de vue de professionnel de santé, il y a une règle. Il faut passer peut-être par certaines revues pour faire en sorte que son modèle ou son innovation soit cotée. Nous avons nous-mêmes, et nous défendons, ou nous sommes présents à l'Europe, via une réglementation sur laquelle, cette réglementation, elle n'est pas dans une logique de contrainte. On est les spécialistes en France de la réglementation. On va s'en servir comme une opportunité commerciale de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait défendre. Pour autant, il ne faut pas que la somme de ces agences, ou plutôt les agences, je les mettrai un peu à côté, je pense qu'il faut différencier agences de direction centrale ou d'organisation, mais de faire en sorte que ces agences n'arrêtent pas qu'elles regardent un peu vers l'extérieur, qu'elles regardent vers les acteurs de la santé ou vers les financeurs complémentaires de la santé, plutôt dans une logique de concertation. Et c'est vrai que la table ronde précédente était plutôt pas mal là-dessus. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que cette culture du contrôle et de la peur, telle que Jacques l'a décrit, on puisse la transformer en une culture, on va dire, projet-friendly, telle que les Américains ou les pays du Nord l'ont déjà mis en place? On est pas mal en France là-dessus. Hein, quand on regarde toute cette French touch dans les problématiques de start-up. Berlin se pose la question de se dire il est un peu en retard. Elle dépasse pas 5 millions de levées de fonds. Pour autant. C'est une belle stratégie de terreau, mais... Elle démarre dans ce sens. Après, il y a des sujets. On parlait tout à l'heure de sigles. Alors, je suis assez content, on est en train de parler de reste à charge et pas de RAC dans les complémentaires santé. Déjà, ça commence. Il y a deux RAC. Il y a aussi le retour rapide après acte chirurgical. Certes. On parle de zéro reste à charge dans l'optique et le dentaire. On a trouvé la solution. Si au lieu de dire c'est un pourcentage de remboursement de la BR ou du PMSS ou du machin, que le concitoyen ne comprend pas, et on lui dit ta monture c'est pas 6% du PMSS, ou 5 ou 4 ou 3, ta monture c'est 110 €. Le citoyen, il va aller voir l'opticien, il lui dit moi j'en veux pour 110. Et après, ça peut être un acte de look. Bien sûr. Mais dans la relation qu'il va avoir in fine avec l'opticien, il va avoir une logique de dire 110, pas 120, 110. Et le reste à charge, il est zéro. Alors, je me retourne vers Olivier. Olivier, j'ai juste deux questions à te poser. La première, c'est est-ce que le législateur peut faire quelque chose pour changer cette culture ou pas? Et la deuxième, c'est, si je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, et en particulier ce que disait Carole Avril sur l'évaluation par rapport à l'usager, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi un système d'évaluation du fonctionnement de l'administration française par ses usagers?
Alors, le fonctionnement de l'administration, ce serait déjà très compliqué à expliquer. Si on faisait déjà évaluer la qualité des soins par les usagers, qu'on intégrait davantage les usagers dans l'évaluation, par exemple, des soins en établissement, ce serait déjà une bonne étape. Moi, je l'ai proposé, ainsi que le retour d'ailleurs des professionnels de santé eux-mêmes. Donc, faire comprendre le fonctionnement des agences, c'est un petit peu compliqué. Tu parlais de la loi. Ben, le PLFSS, justement, prévoit ça. On a un article du PLFSS qui, alors il n'est pas encore, je ne l'ai pas encore eu sous les yeux, mais j'en connais le principe, qui va dire justement la loi doit en faire finalement le moins possible. On va laisser aux acteurs qui savent faire sur le terrain, notamment le gestionnaire du risque, en premier le gestionnaire du risque qui est l'assurance maladie, on va le laisser organiser avec les professionnels dans une relation contractuelle de confiance l'organisation des soins pour laisser place à de l'innovation organisationnelle. Donc à la rigueur, mon rôle de législateur derrière, il s'arrête. Ensuite, on fera du contrôle, de l'évaluation. On peut définir les conditions de ce contrôle et cette évaluation. On peut définir des règles de tarification. On peut donner plus ou moins de mous financiers aux agences à travers le FIR. On peut faire ce genre de décisions. Mais ensuite, on est moins dans la législation. On le voit bien quand on veut voter protocole par protocole. On se rend compte qu'il faut une loi pour entériner le fait qu'on va protocoliser une nouvelle façon de soigner l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, même pas de soigner d'ailleurs, de financer. Donc ça, il faut qu'on en sorte. Et on a justement, appuyons-nous davantage sur les agences et sur les structures, mais à nouveau, faisons en sorte que la relation contractuelle avec les professionnels s'opère de façon plus souple. Il est là l'enjeu, il est là, il n'est pas dans la loi. Jacques, est-ce qu'on a les ressources humaines en termes d'administration pour passer de cette culture du contrôle à la culture justement du projet, de l'animation? Alors, oui, moi je pense qu'il y a plein d'espoir. Il y a plein d'espoir. Quand je dis qu'il faut injecter un peu plus d'évaluation académique, il faut indéniablement, vraiment une priorité, c'est un élément qui me choque, ce qui n'est pas encore, c'est l'entrée de l'université, des universitaires dans le domaine de l'évaluation et dans le domaine de l'élaboration des protocoles. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez aux États-Unis, ce qui m'a le plus frappé quand on va voir la FDA, quand il y a un projet d'un industriel, il va avoir une commission à l'intérieur de laquelle il y a des universitaires. Évidemment, ils n'ont pas le même problème vis-à-vis des liens d'intérêt. Ils n'ont pas de difficulté à en trouver des gens qui sont disponibles parce que c'est un grand territoire. Mais on pourrait très bien concevoir ça au niveau de l'Europe. Et ils élaborent ensemble et ils suivent pas à pas, ils reviennent et ils élaborent. Je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Alors, sauf si certains pensent que ça va atteindre leur précaré. C'est vrai qu'un certain nombre de gens qui connaissent bien un sujet ne voient pas d'un bon œil des universitaires qui sont conçus comme étant qui sont des marionnettes de l'industrie, qui sont vendus. Ça, c'est un élément qu'il faut dépasser. Ça, c'est quelque chose. Donc, je vois, moi, dans cette implication, dans cette volonté, dans cette possibilité d'implication, on le voit très bien, ce qu'on a essayé de faire sur le forfait innovation, dans essayer d'élaborer, de construire et d'évaluer avec ce plan académique. Bon, moi, je suis assez optimiste. Oui, mais le forfait innovation, il y a eu 3. Oui, d'accord. Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses parce que, bon, c'est pas très facile de définir c'est pas très facile de définir une innovation de rupture. C'est pas très facile de comprendre que pour donner envie, il faut avoir déjà un certain nombre de données et il faut avoir des données qui soient publiées. Et que troisièmement, quand on vient et qu'on propose une étude, il faut que cette étude, elle ne soit pas uniquement sur le plan méthodologique. Il faut que ça soit une étude qui réponde à une question clinique, soit clinique, soit organisationnelle, soit médico-économique. Et voilà, il y a besoin, et là, c'est là où il y a besoin de plus de médecins, il y a besoin de plus de compétences médicales, de compétences universitaires pour aider à faire ça. Bon, après, il y a d'autres freins, c'est pas facile le remboursement dérogatoire, de toute façon, c'est pas facile, très probablement, parce qu'après, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il y a des réticences. Alors, la question des compétences, pour moi, elle est importante. Par rapport à l'expérience, par exemple, menée avec les contrats responsables, au niveau des compétences, il y a eu un problème, là, non? On est à la fois dans la définition, à juste titre historique. Le contrat responsable, c'est le contrat qui rembourse le ticket modérateur. Ouais. C'est le contrat qui rembourse
là, L''A privatif, responsabilisation du patient dans le fait d'aller à l'hôpital, d'aller voir son professionnel. Donc on voit que ces systèmes peuvent avoir des limites. Inversement, le fait d'avoir eu un peu plus de réglementation a amené à un moment de dire on rembourse jusqu'à temps, donc prenez une certaine responsabilité à ne pas dépasser le plafond de remboursement. Je trouve qu'on peut aller plus loin dans une logique entreprise friendly, vous parlez de recherche, dans toutes nos innovations qui sont liées à cette contrainte d'aller plus loin, dans nos partenariats. J'ai eu le plaisir d'être à l'amorce avec d'un certain nombre de grands acteurs de la création de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce qui s'était passé ? Je vais vous raconter une anecdote, elle sera plus confidentielle. Gérard Saillant, ancien doyen de la Pitié, va voir Yves Agide. Le berceau de la neuroscience dans le monde, c'est Charcot, c'est la Pitié. Il va voir Yves et lui dit « Bon, j'en ai vraiment ras-le-bol. Moi, ça va plus, j'ai pas la logistique, je peux plus rien faire. J'ai les meilleurs praticiens du monde, d'une volontaires, engagés, qui savent tout faire, mais on n'a pas de brancard, on ne peut pas refaire la peinture, etc. J'ai envie d'aller plus loin, je vais faire une fondation sur l'os. » Dans des termes un peu cash, Yves lui a répondu « T'es complètement... Mon Gérard, on sait à peu près tout de l'os. L'inconnu du XXIe siècle, c'est le cerveau. » Et là-dessus, on a cet historique de berceau de la neuroscience sur lequel, en matière de publication, alors que nous avons les talents, le berceau universitaire, eh bien, tout le monde est parti. J'exagère un peu. Et pour les faire revenir, mettons en place un vrai partenariat public-privé, avec une fondation, une dotation, un immeuble qui est au milieu de ces immeubles historiques de la Pitié est quasiment un nouveau vaisseau martien d'une beauté extraordinaire construit par Villemotte, et on fait revenir des chercheurs français, des jeunes chercheurs qui ont 30 ans, qui étaient partis. Ils sont partis pour deux raisons. La première, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas la qualité de la paillasse. Parce qu'on leur proposait un IRM à 2 Tesla en France quand ils en avaient un de recherche à 12 Tesla à l'étranger. Leur faire revenir le matériel, grâce au concours du privé. Et puis après, il faut des trouveurs, comme dirait, il ne faut pas que des chercheurs. Donc d'avoir une relation claire, transparente, avec l'INSERM, avec le CNRS, de dire, vous venez, on fait un protocole. Au bout de 4 ans, ou vous restez à l'ICM, ou vous retournez, entre guillemets, faire acte de contrition et revenir avec un autre programme. Donc on voit bien que cette logique, lorsqu'on arrive à la fois dans un contexte de confiance, je pense que c'est le fondamental. Deuxième point, dans une relation logique, qui n'est pas une relation de dire « je veux du cash », du côté du privé, mais d'une relation qui est que l'intérêt général n'est pas quelque chose qui arrive d'en haut, et bien la somme des intérêts particuliers, on arrive à faire des choses assez extraordinaires, par le biais de la logique partenariat public-privé. Alors, cette logique partenariat public-privé, elle s'est bien exprimée là. Moi, j'en prends une autre, c'est en particulier la gestion de crise sanitaire. Je ne veux pas aller chercher très très loin, il suffit de regarder les Votirox. On a été enquiquiné pendant 5 ans par une thyroïde et maintenant on est enquiquiné par le traitement. Les Votirox, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Toutes les choses ont été faites de manière tout à fait normée et normative par rapport en particulier à l'ANSM, et on a une crise qui est une crise que personne n'avait envisagée. On se retrouve dans quelque chose qui n'a pas été vu ni par l'administration, ni par le régulateur, et en particulier sur le fait que les tenants et les aboutissants de cette crise n'ont pas été compris. Donc, je me repose la question de savoir si, quand on veut entrer dans une logique d'entreprise friendly, comment on peut faire quand il est impossible à une entreprise ou un secteur industriel de discuter avec un cabinet ministériel ou de discuter avec des administrations. De rentrer dans ce monde de la concertation. On le disait tout à l'heure. Des crises, il y en arrive, par définition, souvent d'ailleurs, c'est le problématique de trop de contrôle. Ah oui, mais là, ça devient n'importe quoi, là. Ça peut aboutir à... Ces mondes sont scindés. On n'a pas de monde, on n'a pas de passerelle entre ces mondes.
On va créer une autre agence? Alors, on va poser la question à Olivier. Olivier, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on fait pour faire en sorte que les entreprises qui devraient discuter naturellement avec l'administration puissent enfin trouver un terrain de discussion qui soit un terrain de discussion sur des projets? Il est plus là. Il a été appelé pour son PLFSS, ça c'est normal. Bon, alors Jacques. Non mais, bon, gérer les catastrophes, c'est difficile, hein, c'est gérer l'imprévisible. Bon, je vais pas parler de ce qui s'est passé pour les Votirox, mais c'est vrai qu'on peut avoir un espoir sur des liens qui se tissent, sur avoir des interlocuteurs dédiés, sur des gens qui vous promettent qu'ils vous répondront, que dans un mois, si vous n'avez pas de réponse, vous les relancez et qu'ils prennent le dossier, ils changent de bureau, ils vous accompagnent. Moi, j'y crois, je crois que ça va se faire. C'est vrai, au fond, la délégation à l'innovation, qui n'est pas interministérielle, qui est encore que ministérielle, d'abord, c'est dirigé par un grand docteur. J'ai fini. C'est dirigé par un grand docteur. Deuxièmement, il y a un accompagnement. On revoit, si on voit les gens tous les 2 mois, c'est pas gênant. Si on les revoit, ils reviennent, il y a cet accompagnement. Il y a le point de départ, les conseillers sur savoir si c'est santé ou bien-être et si savoir quels sont les objectifs médicaux. Et puis, voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais, enfin, pendant ce temps-là, ça fait quand même une pétition de change.org. Première déclaration de la crise, c'est quand même une pétition sur un site qui n'a rien à voir avec la santé, 230 000 signataires. Mais ça... On est quand même sur quelque chose sur lequel personne dans les trajectoires traditionnelles de la pharmacovigilance et de la gestion de la sécurité sanitaire avait envisagé que ça se passerait comme ça. Donc, je repose la question à Olivier. Olivier, comment on va faire? Tu m'écoutes? Il faut que tu reposes la question complète parce que la petite sonnerie qu'il y avait et le je te la pose et ta réponse m'intéresse beaucoup, en particulier en tant que législateur. On est en train de travailler sur le concept d'entreprise friendly pour l'administration. Et je pense que c'est véritablement une bonne chose qu'on évolue vers quelque chose de plus moderne. Sauf qu'à l'heure actuelle, si tu prends les entreprises du médicament ou du dispositif médical et que tu prends l'administration, les liens sont impossibles à établir. Tu n'as pas de dialogue et tu n'as pas de zone de contact entre ces entreprises et ces industries. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus pour faire bouger les choses dans le sens de la construction d'un dialogue commun? Parce que tout ce qu'on dit autour de cette table ronde, c'est autour de ça qu'on va travailler, qu'on veut travailler. Le dialogue, il est indispensable. Moi, je crois que j'ai une qualité de dialogue et les gens autour de moi et la ministre également avec l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs industriels. C'est vrai qu'il y a une espèce de presque pas de tabou, mais de préjugés dès lors qu'on parle d'industrie pharma, dès lors qu'on parle de... Ce qui est pas... Ça ne doit jamais nous empêcher de travailler. Il faut travailler. Les pouvoirs publics sont là pour travailler. On ne peut pas demander aux labos de faire un effort conséquent chaque année dans le cadre du budget de la Sécu et en même temps ne pas leur donner la possibilité d'exprimer peut-être des visions qu'ils auraient à partager sur les changements de gouvernance ou sur un certain nombre de choses. Donc il faut qu'il y ait des espaces de dialogue et de discussion qui se créent. Moi, je crois que le dialogue, en réalité, il est présent. Ensuite, ça n'empêche pas que chaque année, on a un exercice budgétaire difficile avec des décisions à arbitrer qui sont complexes. Mais il y a beaucoup de propositions. Vous avez les travaux du CSIS quand même, s'agissant de l'industrie de la santé, par exemple. Les travaux du CSIS qui permettaient d'avoir un dialogue contractuel. Non, tu n'as pas l'air d'accord, Olivier, mais il y avait quand même des choses qui sont sorties qui étaient intéressantes. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où le travail du CSIS est un travail tout à fait intéressant, sauf qu'au jour le jour, il y a toute une quantité d'informations à passer, une qualité de rapport et de relations à créer avec l'administration pour faire en sorte de pousser des dossiers qui sont des dossiers quelquefois qui ne sont pas des dossiers traditionnels. On ne va pas les se battre pour le 25e IEC ou des choses comme ça, mais quand on arrive avec une stratégie convergente, quelque chose qui associe du DM, du médicament, des technologies de l'information, du data mining à un acte, à l'heure actuelle, je suis désolé de vous dire qu'en ce qui concerne l'administration française, au sein de la HAS, et peut-être qu'avec la nouvelle présidente ça changera, pour le moment, on n'a rien, Jacques. Excusez-moi d'être un peu violent. Non, mais quand même, les torts ne sont pas partagés, sont partagés parce que, quand même, moi, un des éléments, mais même depuis ce matin, hein, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens, des industriels, qui viennent et on a l'impression qu'ils ne savent pas qu'il faut qu'ils soient évalués.
Ils ne sentent pas. Non, mais je me refuse. Non, mais par exemple, c'est pas possible d'entendre dire un dispositif médical connecté pour les insuffisants cardiaques. Je ne comprends pas que ça ne soit pas. Non, mais attends, il faut le rembourser, il faut l'évaluer, il faut faire une étude contrôlée, il faut faire les études. Mais on ne les a pas toujours, ça. On l'a pas et on voit. Donc ça, c'est aussi un élément d'acceptation, d'être évalué selon un certain nombre de critères qui vont passer par des études avec la possibilité d'un échec. Frein aussi qu'on a vu sur le forfait innovation, c'est-à-dire la réticence à ne pas se présenter comme candidat au forfait innovation, parce que si l'étude est négative, tous les projecteurs sont sur cette étude. Donc, je veux bien comprendre qu'il y ait cette balance. Mais enfin, il n'y a pas que... D'abord, on peut changer de sujet et partir du médicament et du dispositif médical pour aller vers d'autres acteurs industriels. Il y a quand même quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait comme il devrait. Oui, mais on est d'accord. Inversement, nos actions peuvent être très positives. Je reviens dans le monde de l'assurance complémentaire. On n'attend pas forcément une évaluation lorsqu'avec un certain nombre de syndicats de pharmacie d'officine et avec 1, 2, 3 industriels, on se lance sur la vaccination antigrippale par rapport à un certain nombre d'actions sur ce sujet-là. On n'attend pas d'évaluation, on y va. Lorsqu'on va sur une logique sur laquelle on a un certain nombre de programmes de prévention universelle qui sont diffusés par l'assurance maladie, mais elle ne sait pas toucher le client. Elle est B2B, l'assurance maladie, elle n'est pas B2B2C, entre guillemets. Et là, nous, en tant qu'acteurs complémentaires, on va aller ou travailler de manière régionale ou en fonction d'un certain nombre de secteurs d'activité. J'ai le plaisir de protéger le monde du transport routier de marchandises, dont on parle depuis quelques jours, sur des problématiques nous, on sait quelles sont leurs pathologies. Et donc, on va se servir à leur démontrer et à leur donner et à les flécher vers tel ou tel programme plus en relation avec leur même pathologie. Donc, on peut faire des choses sur ces termes-là. Que vous puissiez faire des choses, c'est bien, mais quelque part, dans ce qu'on disait tout à l'heure dans la table ronde précédente, le fait de pouvoir sortir des expériences et des projets en bottom-up, il n'y a pas l'évaluation pour le faire, il n'y a pas la volonté non plus, il n'y a pas la culture pour le faire. Olivier ? De la contrainte viendra l'innovation. La difficulté de soutenabilité de l'empreinte, je dirais, du financement public aboutit, sans tout casser, parce que les fondamentaux sont quand même plutôt là, à d'abord donner confiance, c'est ma profonde conviction dans le début de ce quinquennat, et 2, à se dire, petit à petit, on n'a plus le choix, donc on va y aller. Alors Olivier, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de la table ronde. En ce qui concerne cette recréation de la confiance entre les différents acteurs, que ce soit public, privé, administratif, libéraux et autres, comment tu vois les choses ? D'abord un sourire, une main tendue, une envie de travailler ensemble, des discours qui font attention à véritablement retranscrire la richesse et les atouts et les difficultés de notre système de santé, montrer qu'on comprend parfaitement cette complexité, arriver à reconnaître quand il y a des choses qu'on fait mal. Quand un dispositif médical, par exemple, met 4 ans à avoir un prix sur le marché français, alors que fort d'un marquage CE, au bout de 9 mois, il est tarifé aux États-Unis, on fait les choses mal. On identifie, ensuite il faut du temps pour changer de fusil d'épaule et pour être capable d'aller plus vite, mais il faut passer dans une logique de la confiance et de l'évaluation. Ce que je disais sur les protocoles de soins, sur le fait de payer demain au bundle payment ou au parcours, plutôt que d'avoir des protocoles hyper rigides, il en va de même en fait avec l'ensemble des acteurs. Les choses qui peuvent être proposées, qui sont intéressantes, il ne faut pas rejeter sous prétexte que ça viendrait d'un industriel ou d'un secteur privé. Si je prends l'exemple de maisons de retraite qui souhaitent expérimenter de l'exercice physique adapté pour des personnes âgées, moyennant quoi ils s'engagent à réduire la lourdeur des ordonnances médicamenteuses et veulent partager l'économie. Vous savez à qui je fais allusion. C'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le rejeter en bloc? Et surtout, il y a des trucs qui marchent bien. Donc, moi, je vais vous dire, quand on a fini le budget, là, qu'on a fini de le faire adopter, je vais aller ouvrir mes chakras à l'étranger. Je vais partir en Europe du Nord, voire également dans le secteur médico-social, ce qu'ils font de bien et d'innovant. Je vais partir aux États-Unis aussi, pas longtemps, des voyages de 2-3 jours, mais pour aller regarder ce qu'ils ont développé en matière de protocole, de confiance. Je crois que c'est comme ça aussi. Il faut qu'on soit capable de s'aérer, de changer d'une logique qui était
probablement trop rigide, je le redis, ceinture et bretelles, pour aller vers une logique de la confiance et du travail en commun. Moi, je crois qu'il n'y a rien de perdu. Par contre, le diagnostic, je suis étonné, parce que les administrations le font. Quand vous demandez au comité économique des produits de santé, le CEPS, s'il est suffisamment dimensionné, vu la charge de travail qu'ils ont et l'importance du marché qu'ils gèrent, ils vous répondront. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a reconnu elle-même, qu'ils veulent dimensionner davantage. Donc, pour revenir sur le sujet, parce qu'il faut quand même qu'on l'effleure un tout petit peu, et pour terminer, il y a la question du nombre d'administrations, mais il y a la question des moyens conférés à l'administration et des missions qui lui sont conférées. On n'est pas dans un millefeuille territorial où les agences font chacune ou l'autre des missions que pourrait faire l'autre. Elles ont chacune des missions qui leur ont assignées. Mais on leur en donne beaucoup. On leur donne beaucoup de priorités et peu de marge de manœuvre. À commencer par les agences régionales de santé qui demandent un peu de liberté pour pouvoir faire les choses et de tester les choses dans les territoires. Donc c'est ça que j'espère qu'on va faire. Moi, je suis assez confiant, voilà, à juger sur pièce. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que c'est le mot de la fin Allez. de cette table ronde.